Je sais que ça m'arrive et en même temps que des fois j'ai besoin de pleurer, de hurler ma rage contre la vie, contre tous ceux que je vois dans la rue qui ont des pieds et des mains. Je les vois par la fenêtre, hein. Leur petite vie sympa là. Enfin, en fait, t'entends toutes les bombes que t'as envie de poser au pied du lit de chaque personne qui a des orteils, quoi. En fait, t'entends ça, mais en même temps, il y a autre chose qui se manifeste, qui est serein, qui sait que la force, elle est là, que les moyens seront donnés, à condition que tu fasses ce choix. En 2023, après un voyage au Gabon, Lucie a contracté une forme sévère de paludisme. Après un passage aux urgences de coma artificiel, la mère de 46 ans s'est fait amputer des 2 bras et des 2 jambes. Voilà pour le début de l'histoire. Après des mois à l'hôpital, Lucie aurait pu décider de céder à la panique, se laisser aller, de ne pas se réinventer. Mais non, Lucie a décidé d'accepter son sort, gérer le quotidien, les enfants âgés de 8, 15 et 18 ans. Je n'ai pas trop envie de vous révéler toute son histoire dans l'intro là, mais entre l'ascension du mont Fuji, ses constats, ses leçons apprises par la vie, vous allez l'entendre, Lucie est passionnante. Et comme elle le dit si bien, ce n'est pas l'histoire d'une épreuve, puis d'une revanche sur la vie, c'est la vie. Vous écoutez Les gens du coin, bon épisode. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Super, merci beaucoup de... Vous avez trouvé facilement ? Je me suis garé devant, Ouais, c'est ça bien va. là, ça Ouais, va, ça passe, ouais. C'est parfait. Oui, je suis pas trop sur la route, ça va. Pas longtemps que je suis là, donc... Ouais, j'ai vu, il y avait encore le panneau vendu, donc je me suis dit, ça c'est... Je vais le laisser un bout de temps, je pense. Je peux vous offrir... on peut se tutoyer ? Ouais, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Tu veux quelque chose à boire ? Moi, je veux juste revenir avant ça. Je crois qu'il y avait une vie qui était plutôt... Normal ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Ouais, normale. Ouais, je pense. Normal. Une vie dans le système, une vie où je pense être une personne qui doit réussir selon des critères qui sont pas forcément les miens, mais que j'ai fini par adopter comme étant les miens. J'ai fini par croire que c'était moi qui avais envie d'être une bonne personne, d'être quelqu'un de reconnu, d'être une cadre qui réussit, d'être une bonne mère qui fait entre 5 et 10 fruits et légumes par jour. Voilà, si c'est ça la vie normale, ouais, c'est la vie que j'avais. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tu es maman de 3 enfants, tu étais mariée. Alors, j'étais pas mariée, mais oui, j'étais maman de 3 enfants en couple. Voilà, on a des poules, un chat, des poissons rouges, on part en vacances 1 fois par an, on a un emprunt à la banque, de voiture, de CDI. À 40 ans, ça devient l'enfer. C'est-à-dire que je me suffis de ça. Et puis, même avant, 38 ans à peu près, je me dis, attends, je regarde tout ce que j'ai, je vois que... Je me sens même coupable parce que je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui n'est pas réalisé. Et j'ose même pas me le dire, je ferme les yeux sur ça pendant quand même au moins 5 ans, en me disant, mais attends, t'as tout, de quoi tu te plains ? Hein ? C'est vrai, quand quelqu'un va pas bien, on lui dit, mais regarde tout ce que t'as. Et donc il est censé dire, ah oui, c'est vrai. J'avais, oui, j'avais tout ça, mais et alors ? C'est de la poussière dans le vent, ce truc-là. Et du coup, je me questionne, et je me rappelle avoir fait... Ça, du coup, si je le dis, les gens ils vont pas vouloir le faire pour eux-mêmes. Mais je me rappelle avoir un jour été au volant de ma voiture en allant au boulot. Et moi, je suis très cartésienne de nature. J'étais pas croyante du tout en rien. Mais je m'adresse à la vie, à l'univers, à Dieu. Je sais pas à qui, mais je dis, mais remets-moi à ma place, en fait. J'étouffe dans ma vie, là. Dans ma vie parfaite, j'étouffe. Ça va pas. Mais alors quelque chose de pas banal va se produire en février 2023. Tu pars au Gabon parce que c'est là où habitait ton ex-conjoint. Alors c'est là où habite mon nouveau compagnon, puisque j'ai quitté le père des 3 enfants à l'issue de cette réflexion, de me dire je suis pas bien dans ma vie, je pars. Je quitte mon travail, je quitte mon compagnon et je rencontre, même un peu avant de quitter mon compagnon, je dois assumer ça, je rencontre un Gabonais avec qui je me mets en couple. Il est artiste et là je me dis... ah bah voilà quoi,
La vie est en train de répondre à ma prière, voilà, ça y est, c'est en train de me dire, voilà, quitte de perdre tes enfants, quitte ton boulot, lance-toi dans la musique et la danse. Donc tu quittais ce compagnon avec qui tu as eu tes 3 enfants et avec qui tu as fait 22 ans de vie, c'est ça ? Ouais, exactement. Et j'ai rencontré ce Gabonais 2 semaines avant de le quitter, quoi. Ça a été très rapide. Je l'ai rencontré, je me suis dit, allez, c'est parti, yallah, quoi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant ce voyage au Gabon, tu ne prends pas la prophylaxie. Alors la Malarone, c'est un médicament que je connais bien parce que je l'ai pris beaucoup en Afrique lors de mes voyages pro. Et puis à un moment, j'ai arrêté de le prendre parce qu'il a des effets secondaires sur le foie. Hein, clairement, il donne envie de vomir et il file la diarrhée. Voilà, disons ça comme ça. Et à force, je m'étais dit, personne ne le prend en fait. Tous ceux avec qui je voyage ne le prennent plus, c'est bon quoi, j'arrête. Et j'arrête de le prendre et je le chope pas quoi. Donc je me dis, ça va. Puis quand je vois des gens qui chopent le palu, ils restent au lit, 3 semaines. C'est une grosse grippe quoi. Hein, puis les catastrophes, c'est pour les autres. Tu vois, c'est ça qu'on se dit tout le temps. Tout le temps. Oui, tout peut nous arriver, mais on dit ça avec la bouche. On n'a aucune conscience de ce qu'on dit quand on dit ça. Et donc je le prends pas parce que j'y pense pas, parce que je suis tellement focusée sur ma relation et la souffrance extrême dans laquelle je suis que j'ai les yeux tournés vers ce voyage et pleine d'espoir et voilà. Une semaine plus tard, une semaine après le retour, il y a ce basculement dans ma vie, ouais. Tu es atteint de paludisme, tu souffres de paludisme, et ça te fait quoi ? Ça doit te mettre dans un état pas possible, donc un état grippal, 6 de tension, enfin t'étais... Ça, c'est un peu comme un état grippal, tu vois, la bonne grosse grippe là, mais fois 50 quoi. Tous tes organes vitaux sont attaqués, c'est comme si tu sens que là tu peux mourir, quoi. Tu sens la mort dans ton sang. Et puis un état de douleur, forcément, parce que je commençais à avoir très mal aux pieds, très mal aux mains. Je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. Mais en fait, mes organes vitaux étant attaqués, le sang commençait déjà à se retirer des pieds et des mains pour se concentrer autour de mes organes pour les protéger, malgré les transfusions nombreuses qu'on m'a faites. Et donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais rapidement, je me rappelle, au bout de 2 jours, il y a un monsieur en bleu qui se penche au-dessus de moi et qui me dit « Madame, on va vous endormir ». Ils ne disent pas le mot coma dans ces moments-là. Mais tu comprends, parce que mon état est trop grave, la souffrance est trop grande, et pour pouvoir me soigner, il faut quand même que le corps, pour avoir une chance que les antibiotiques puissent arrêter le parasite avant qu'il atteigne le cerveau et qu'il donc mette fin à mes jours, il faut quand même avoir un patient calme. Mes reins se sont arrêtés, donc il faut me mettre sous dialyse permanente, et surtout, ils savent que mes poumons vont s'arrêter avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Donc, pour être sous respirateur artificiel, on te met dans le coma. Ils ont dit plusieurs fois à mes parents de se préparer. Mon diagnostic vital était engagé. Et en fait, ma famille m'a dit, il y a un moment, un jour, ils sont venus me voir et j'étais grise. Ils me disaient, t'étais grise, tu ressemblais pas à un être humain, t'étais grise. Et ils se sont dit, là, demain, elle sera pas là, quoi. Ils m'ont mise dans le coma, le premier a duré 10 jours, je crois. Après, ils m'ont réveillée et puis c'était trop tôt. Ça l'a pas fait. J'arrivais pas à respirer, enfin, c'était compliqué. Donc, ils m'ont remise dans le coma une 2e fois pour me réveiller quelques jours après. C'est comme si je m'étais déshabituée des effets de la gravité. Tu vois, non seulement tu reviens dans un corps, mais en plus, tu reviens dans un corps qui souffre. Donc, le réveil est dur. Ça fait mal. J'ai l'impression que j'avais les yeux fermés souvent à cause de la douleur, parce que j'ai des souvenirs sensoriels, j'ai pas de souvenirs visuels vraiment. Je vois que les gens, quand même, ils sont contents de me voir, mais il y a un truc. Et on me dit, le médecin va venir vous parler. Je vois bien. Je vois pas mes pieds parce qu'ils sont sous les draps, mais je vois bien mes mains. À ce moment-là, elles sont gonflées, marron, complètement marron. Et c'est marron, j'ai la peau d'une africaine subsaharienne, quoi. Des mains à 5 cm au-dessus du poignet. Et je demande au médecin, je dis, qu'est-ce qui se passe pour mes mains ? Il me dit, vos mains et vos pieds, madame, on est creusés. Voilà, vous avez eu un choc septique. Alors c'est quoi
Concrètement, septique, on t'aime. Un choc septique, c'est quand tes organes vitaux sont attaqués. Ça peut être pour le palu, ça peut être pour n'importe quoi. Une grippe qui tourne mal, un Covid, une angine. J'en ai connu au centre qui avait eu la même chose que moi suite à une angine qui tourne mal. C'est-à-dire que tes organes vitaux sont attaqués, donc il y a besoin de sang pour protéger tes organes vitaux. Comme quand toi, tu vois, l'hiver, tu sors dehors, t'as froid, t'as froid aux pieds et aux mains. Mais ton corps, il fait ça, en fait. Il prend le sang des parties non vitales, non essentielles à la vie, il les ramène autour des organes vitaux parce qu'à ce moment-là, il faut protéger. Et puis, une fois que tu mets un manteau ou que tu rentres dans une pièce où tu t'actives un petit peu pour réchauffer ton corps, hop, c'est bon, il renvoie le sang dans les pieds et les mains. Donc, c'est un système assez banal, en fait, du système. C'est une réaction assez banale du système immunitaire. Sauf que quand tes organes vitaux sont attaqués de manière trop intense, le sang, il est mobilisé longtemps autour de tes organes vitaux. Ça veut dire que tes pieds et tes mains restent longtemps sans être, irrigués. Merci, c'est exactement ça. Et comme ce sont des membres, ce sont les 4 endroits du corps où les vaisseaux sanguins sont les plus petits et les plus nombreux, ça sèche. Ça sèche, ça meurt. Je lui dis, qu'est-ce qui va se passer pour mes pieds et mes mains ? Elle me répond, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que l'amputation. Tu te réveilles, tu vois ces 2 moignons, ces 4 moignons. Alors ça s'est fait en 2 fois. T'as vu le film de Rouillé d'os avec Marion Cotillard ? Ouais. Donc moi, la seule rêve que j'avais, c'était celle-là. J'avais vu ce film il y a longtemps, jamais en me disant qu'un jour je pourrais être concernée de près ou de loin par ça. Donc le seul référentiel que j'ai, c'est ça. Et donc dans le film, qu'est-ce qu'elle fait elle ? Elle se réveille amputée des 2 jambes, elle pète une pile, elle panique, elle veut tellement fuir ce qu'elle est en train de voir qu'elle s'éclate la tronche par terre et elle rampe par terre. Tu te rappelles de cette scène-là, à l'hôpital ? Moi, j'ai cette rêve. Et honnêtement, j'ai peur. Avant l'opération, j'ai peur parce que je me dis, mais en fait, j'ai peur de ma réaction. Ah là, il n'y a personne pour te le dire. Il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un copain, il n'y a pas une tante qui a une amie de je sais pas qui sait. Personne ne sait. Et donc je me dis, je vais faire une crise cardiaque, est-ce que je vais devenir barge, est-ce que je vais juste survivre à la vue de ça, en fait. Enfin, c'est terrible, quoi. Enfin, la réaction me faisait presque plus paniquer que la suite de ma vie, en fait. Est-ce que je vais survivre à ce que je vais voir ? Et mais ça, c'est un des plus beaux moments pour moi. La découverte de mes jambes. Tu sais, la vie, c'est du chaud, du froid, du grand, du petit, du merveilleux, de l'horrible. Je dis à mon compagnon de l'époque, écoute, moi, je me sens pas du tout capable de faire face à cette vision toute seule. Ça, non, moi petite, moi fragile, moi trop petite pour ce que la vie m'envoie, quoi, soi-disant. Donc, je lui dis, je regarderai pas. Je t'attends. Et à minuit, donc je sors je me réveille déjà, je regarde le plafond et tu sais, quand tu te fais opérer, tu es en salle de réveil, il fait froid, tu es sur un lit pas confortable, tu as les néons dans la tronche, tu comprends rapidement où tu es. Et je comprends tout de suite où je suis et je me rappelle tout de suite pourquoi je suis là. Donc à ce moment-là, je sais, ok, donc là, logiquement, ça y est, je suis amputée. Je ne sens rien, l'anesthésie à ce moment-là fait toujours effet. Donc je suis allongée, je regarde un tout petit peu, je lève le menton et je vois qu'ils ont mis le drap de lit au-dessus du pied de lit. Donc je ne vois pas la nouvelle longueur de mes jambes. Je sais que c'est a priori au-dessus du genou, puisque mes jambes étaient noires jusqu'au milieu du mollet, mais je ne sais pas. Est-ce que quand ils ont amputé à l'intérieur, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était gangréné plus haut ? J'en sais rien. Mais pour moi, c'est tellement pas tragique ce que je te raconte et je vois ta tête, alors ça me fait rire. Et donc, là, il y a comme une sorte de décalage entre ce que tu es et ce que tu es en train de vivre. À ce moment-là, j'observe Lucie qui est en train de vivre ça. Et donc, on me met en chambre
Et là, dans ma chambre, il y a le téléphone qui sonne et l'infirmière décroche et elle me passe mon conjoint qui pleure, qui me dit « Écoute, il est minuit, il me laisse pas rentrer. Je peux pas rentrer, je peux pas te voir. » Ça a duré trop longtemps en fait. L'opération, le réveil, je peux pas venir quoi. Je lui dis « Écoute, c'est pas grave, j'attendrai demain. » Parce que là, moi, je suis pas capable quoi. Les infirmières sortent, je suis toujours allongée à ce moment-là. Et je reste comme ça, je me dis « Bah ok, demain. Voilà, demain je regarderai, mais là non. » Et à ce moment-là, il y a 2 infirmières qui rentrent dans la chambre au bout de, je sais pas, j'ai pas de notion du temps, peut-être 1 heure ou 2. 2 infirmières. Et là, je suis immobile, je bouge pas parce que si jamais l'anesthésie ne fait plus effet, je vais sentir, j'ai pas envie. Tu vois ? Donc je bouge pas, je respire juste et je bouge pas. Je me dis, j'espère que je vais m'endormir comme ça et que demain il va arriver et il va être là pour regarder avec moi, quoi. Et à ce moment-là, il y a 2 infirmières qui rentrent dans la chambre en me proposant un verre d'eau. Elles me disent, ça fait 2 heures que vous êtes réveillés, vous avez le droit à un verre d'eau, tu sais. Et vous êtes allongé, on va vous redresser, comme ça vous allez pouvoir boire assise, on va vous aider. Oui, d'accord. Je me rends pas compte qu'en fait, quand elles vont me soulever pour me redresser, je vais pas voir, mais je vais sentir que j'ai perdu 30 cm de jambes. Et là, c'est terrible à l'intérieur de moi. Je me suis crue trop petite pour faire face à la sensation visuelle, mais la vie m'a visiblement su ou vu assez grande pour faire face, malgré tout, seule à cette situation sensorielle, finalement. Donc à ce moment-là, je suis choquée, j'accuse le choc, tu vois, je dis rien, elles me font boire, j'attends qu'elles partent. Parce que je sens que là, elle est là, la réaction, c'est maintenant. Ce que je craignais le plus, c'est là, maintenant. J'attends qu'elles sortent, et là, je m'effondre. Je pleure, ça y est, j'accuse le coup, quoi. Ça y est, je suis amputée. Je pleure, donc ça dure, je sais pas longtemps, 5 minutes, mais bien à fond. Et là, je me redresse et je me dis, bon, tu vas faire quoi maintenant ? Tu vas attendre que ton conjoint vienne pour regarder ? T'as pas fait le pire là jusqu'ici, hein ? Tu vas faire quoi ? Tu vas encore jouer les petites ? C'est ton corps, c'est ton histoire. Qu'il soit là ou pas, ça va rien changer. C'est toi, c'est ta vie. Donc je me suis dit, je vais regarder. Et donc j'ai pris mes mains en bois, j'ai soulevé le drap, je vois la taille des pansements, je vois là où il s'arrête. Et là, je m'attends à une deuxième vague de pleurs. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a la première prise. C'est pour ça que ce moment-là, pour moi, il est précieux. C'est un moment que je chéris. Parce que c'est la première prise de contact avec ma nouvelle réalité de vie. C'est la seconde dans toute cette histoire où j'ai fait face à ça. Et j'ai pas fait face à ça en disant « Oh non, mon Dieu, quelle horreur, c'est injuste ». J'ai fait face à ça en disant « D'accord, maintenant ça va être comme ça ». Je ne sais pas à quoi ma vie va ressembler. Je ne sais pas comment je vais faire. J'étais pianiste et danseuse, donc ça pue un peu la merde quand même, ma vie. Mais c'était calme. Et ça, jamais j'aurais pu l'imaginer. Tu m'aurais dit 3 ans avant ça... si tu te fais amputer, est-ce que tu réagirais comme ça ? Je ferais la même tête que tu fais en ce moment. Mais jamais de la vie. Mais ça va pas. Mais on a en nous une force, mais absolument insoupçonnée, mais c'est une force qui est pas dans le mental, qui est pas dans la résistance, c'est une force qui est dans la pleine acceptation du principe de vie qui est ce que la vie t'envoie. Tu ne peux jamais être trop petit pour ça. Jamais. C'est une des grandes règles. Et tu vois, ces événements-là me donnent, sans la nommer, la compréhension de cette règle. Donc ça me donne la foi après derrière. Pour tout. 15 jours après, je me fais amputer des mains. Même chose, je me réveille en salle de réveil. Mais là, c'est bon, c'est déjà parti, tu vois, je suis déjà lancée en fait. Donc, je suis en salle de réveil, je me dis, bon, je vais regarder, de toute façon, voilà. Et donc, je me rappelle, je suis allongée, je bouge un peu. Alors, là, j'arrive à bouger, mais je sens la même chose que d'habitude, parce que mes mains en bois, je ne les sentais pas. Donc, mon côté sensoriel va jusqu'au même endroit qu'avant. Et je compte. Je ferme les yeux, je compte. 1,
2, 3. Là, je lève les bras. Je regarde. Ok. Et je rebaisse. Ok. Et la même chose. D'accord. Ça m'a sauvée, quoi. Ça m'a sauvée. C'est pas du déni. Tu vois, t'es pas en train de dire « Ouais, non, ça va aller quand même. » Non, j'en sais rien si ça va aller, en fait. Je ne sais pas. Mais d'accord, quand même. Juste après être arrivée en rééducation, je rencontre une... Alors, je veux parler à personne, parce qu'on me disait tellement, tu verras, quand tu vas arriver en rééducation, tu vas rencontrer des gens comme toi. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rencontrer des gens comme moi, parce que tous ceux qui ont des pieds et des mains, c'est des gros vénards de la vie, tu vois, en fait. Donc, c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Donc, je veux parler à personne. Tant que je suis pas en rééducation, personne ne m'intéresse. À part ma famille, bien sûr. Et en rééducation, j'arrive... Je regarde les gens. Je dis, mais... En fait, je suis le cassos du... le cassos du truc, quoi. Ça veut dire que, ouais, ils ont, allez, quoi, une jambe amputée, quoi. Au pire du pire, allez, ils ont les 2 jambes d'amputées, puis quelques doigts. Ah, t'étais la seule en... Ah, j'étais la seule quadrille nette, tranchée nette sur les 4 membres, quoi. Donc j'étais vénère, en fait. Et donc là, si tu veux... Deuxième effet qui se coule, je me dis, bah là, c'est bon, quoi, je vais parler à personne. La petite étincelle, quand même, c'est que j'arrive un soir assez tard, à 20h au centre, et il y a une infirmière qui me dit, bon, c'est pas l'heure, mais est-ce que vous voulez qu'on vous fasse visiter le centre un petit peu, quoi. Là, vous allez faire votre rééducation. Je dis, bah oui. Elle me prend en fauteuil roulant, elle me pousse, et elle me met dans les bars. Et à ce moment-là, il y avait encore des gens. Et j'ai vu les gens... Tu sais, c'est les trucs qu'on voit dans les films. Tu vois les gens marcher entre 2 barres parallèles et tout. Et je vois ça. J'avais déjà vu ça à la télé. Mais là, je regarde les visages des gens. Et en fait, je vois... Ça vient allumer un truc en moi, en fait, à ce moment-là. Parce que je vois une énergie, une rage, tu vois. Une concentration. C'est-à-dire que la seule chose qui compte à ce moment-là pour eux dans leur vie, là, le truc le plus important du monde, c'est juste de mettre un pied devant l'autre. Même si tu fais 1 pas ou 3 pas en 1 heure, on s'en fout, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, c'est ça qu'il faut faire là ? Mais laisse tomber, je vais tout défoncer, quoi. Je m'en fous, je vais remarcher. Et à ce moment-là, je me dis, je vais remarcher. Qu'est-ce qui se passe alors ? Parce que tu avais quand même un job, finalement. Ouais. Il faut quitter ce job. J'avais quitté mon job de responsable export, mais je m'étais mise au piano et à la danse avec mon conjoint de l'époque. Et là, ça se passe pas très bien. C'est-à-dire que il m'avait promis de m'aider à redanser, et puis ça se fait pas. Il va danser tout seul, il va s'entraîner tout seul. En fait, petit à petit, je le sens qu'il se détache. Tu vois ? La demande au mariage d'il y a les projets de mariage dont il parlait au Gabon quelques mois auparavant. Pourquoi il se détache ? Je vais te répondre sur 2 plans. Premier plan, première réponse, son rôle était terminé. C'est-à-dire que... Alors, bon, on va dire, dans la vision humaine générale, standard, c'est un soi-disant connard de mec toxique, et moi je suis une soi-disant victime de connard de mec toxique, et donc finalement il n'est pas assez fort pour être à mon service, voilà. Hein. Il est incapable de s'occuper de moi, il est pas courageux, parce qu'on sait que les hommes violents toxiques, en fait, ils ont une petitesse en eux. Voilà, je peux te sortir le baratin qui a déjà été entendu certainement déjà sur Actu et puis sur plein d'autres médias. Ma vision aujourd'hui, c'est l'histoire était finie. Il a fait son job. Oui, son job, c'était que tu quittes ton ex d'avant. Ouais, que je quitte mon ex, que peut-être tout ça m'arrive. m'arrive. Autre chose. En fait, est-ce que c'était... Honnêtement, je me pose pas la question, mais en fait, l'histoire était terminée. Et moi, de toute façon, je n'étais plus la même. À ce moment-là, alors le système patriarcal auquel j'ai adhéré pendant 3 ans se poursuit.
C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, c'est toujours à moi de m'occuper des enfants. Oui, voilà. On a récupéré son fils du Gabon parce qu'il y a eu le coup d'État, alors qui est passé un peu inaperçu en France, mais il y a eu un coup d'État cet été-là au Gabon. Et du coup, on a rapatrié son fils. Donc, je me retrouve avec 4 enfants à la maison, plus lui. Et je dois organiser la bouffe, donc apprendre aux enfants à faire les repas. En plus de ma rééducation que je fais la journée, parce que je vais en ambulance au centre, organiser les transports pour les enfants, parce que lui, il n'aime pas se lever le matin. 8 heures, c'est trop tôt. Il met les pieds sous la table. Rien n'a changé, en fait. En plus, avec 4 enfants à gérer, la rééducation, et puis toujours ces crises de colère à lui, parce qu'en fait, il est doucement en train de préparer son départ. Et lui, sa manière de faire, c'est de provoquer des crises de colère, de provoquer des... Mais ça fait partie de l'histoire, hein, provoquer des choses absurdes. Il rentre un soir, puis il fait une réflexion, puis je dis quoi, je comprends pas. Enfin, tu sais, la victime du toxique, elle est neuneu aussi un peu. Enfin, voilà, j'ai été neuneu total. Et c'est pour ça que ça s'est fini aussi, c'est parce que j'avais commencé à arrêter un peu d'être neuneu, quoi. Tu vois, je voyais ce que j'avais traversé. Je me suis dit, attends. Et il devenait de plus en plus con, comme si la vie me disait, mais jusqu'où t'es prête à aller pour te faire aimer de l'extérieur? Jusqu'où t'es prête, quoi? Et ma grosse, je vais pousser le truc jusqu'à ce que tu te rebiffes. Et c'est ce qui s'est passé. Un soir, je me suis rebiffée. Et c'est interdit de se rebiffer pour lui. J'ai jamais eu le droit d'élever la voix. Quand il me hurlait dessus, je n'avais pas le droit de... Et un jour, j'ai hurlé. J'ai balancé ma tasse au sol. Et ça, pour lui, ça a été le blasphème, quoi. Le « ah !» Et en fait... Et donc, il m'a frappée, ce soir-là. Et presque merci. Parce qu'en fait, c'était la limite à pas franchir. Et ça m'a donné la force, tu vois, de me dire, là, tu vas faire quoi, Lucie, là? Tu vas faire comme dans la vie d'avant? Tu vas courir derrière la voiture? En t'excusant de choses que t'as pas faites, pas dites, pas pensées? Tu vas vraiment le faire encore? Et non. Et du coup, ça s'est arrêté là. En fait, c'est plein de petits trucs comme ça que tu apprends au fur et à mesure. Alors, au début, c'est une montagne, il y a tout à apprendre, c'est dur. Et puis surtout, il y a beaucoup d'échecs. Et moi, j'étais une personne avec un orgueil mal placé. C'est-à-dire que l'échec, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est-à-dire que si un objet me résistait plusieurs fois, je pouvais le casser, en fait. J'avais aucune patience. Et du coup... j'ai vite compris que y a des choses... je donne souvent cet exemple, mais pour réussir à mettre mon câble pour charger mon téléphone, j'ai eu entre 80 et 100 tentatives infructueuses. C'est difficile. Un jour, je me suis rendu compte que plus jamais je saurais ce que c'est la sensation de passer ma main dans les cheveux de mes enfants. Que je saurais plus jamais ce que c'est que de marcher dans l'herbe ou dans le sable. Tu sais, c'est chouette. Tu sais, des fois, c'est des moments, tu sais, chaque année, la première fois où dans l'année, tu marches pieds nus dans le sable. Ah, tu sais, ça fait quelque chose. Ben, moi, non, c'est fini. Tu vois? Donc, en fait, tu découvres au fur et à mesure tous les deuils. Alors déjà, ce que tu peux continuer à faire, c'est bon, penser, parler, respirer, dormir. Ça, comme avant, ça bouge pas. Mais tout le reste, tu dois trouver des solutions. Et puis, le reste du reste, tu peux plus faire. Tu dois tirer une croix dessus. Donc ça, c'était 1 mois après son départ, tu vois. Et donc, 1 média, 2 médias, 3 médias. Il y a un moment Combini, tu vois, qui fait plusieurs millions de vues. Et juste avant Combini, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? En fait, je me rends compte que j'ai tout perdu. Bon, à part mes enfants, ce qui est immense, et le reste de mon corps, ce qui est aussi immense. Mais sur le moment, tu te dis que tu as tout perdu. Tu sais, l'humain, dès qu'il a perdu un truc, il se dit qu'il a tout perdu, alors que pas du tout. Mais sur le moment, je me dis ça. Et je me dis, je vais les utiliser, les médias. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enfin, c'est vrai, de toute façon, je peux tenter. Qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant? Et donc, je dis à Combini, est-ce que vous pourriez laisser, je vais parler de la danse, je vais faire un appel à l'aide pour la danse, est-ce que vous pourriez le laisser au montage, quoi? Et ils me disent oui, ils laissent au montage. Là, j'ai plus d'une 50aine d'assos, de danseurs, de chorégraphes, machin, qui me contactent, des trucs, des projets sportifs en tout genre, enfin. Et c'est là que ça commence, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une étincelle, je me dis, bon,
peut-être que ma vie, elle peut être potable, tu vois. Peut-être que... En fait, c'est le pouvoir du « et si ». Et s'il y a 1% de chance, tu vois que... Ça, c'est peut-être... Il y a peut-être un truc, en fait. Et c'était ça, ce truc dans le beat, tu vois, là, au sortir du coma. C'était... Et en fait... Et ce retournement-là, avant la vidéo Combini, de me dire, non mais... Attends, mais je vais essayer, quoi. Si j'essaye pas, oui, j'aurais raison en disant que ma vie, elle a pas marché, mais en fait, j'aurais jamais vu ce que ça a fait si j'avais vraiment essayé. Et du coup, après, il y a une photographe qui m'appelle pour faire des clichés, pour m'aider à accepter mon corps. Elle me dit, viens en sous-vêtements et en veste en cuir, on va aussi s'amuser comme ça. Je me dis, mais folle, elle. Et tu vois, du coup, j'entends mon ego habituel qui dit de la merde, en fait. Là, je me dis, toi, ta gueule. En fait, toi, là, maintenant, ta gueule, quoi. Ça suffit. Donc, j'y vais avec des sous-vêtements, une veste en cuir. Je me dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre, les clichés, je les jette si ça me plaît pas. C'est quoi l'enjeu, Lucie ? T'as vu des enjeux dans tout, alors qu'il y en avait dans rien. Donc, on y va. Et en fait, quand tu fais ça, tu vois des enjeux dans tout, alors qu'il y en a dans rien, eh ben, les vrais enjeux, tu passes à côté. Parce que t'as plus de jus pour les vrais enjeux, parce que t'es sans arrêt en train de voir te battre pour les enjeux, en fait, qui n'existent pas. Et donc, du coup, je fais cette séance photo. J'adore les clichés. Je me trouve belle. J'ai pas de pieds, pas de mains, mais je me trouve belle. Je m'amuse. Et tu vois, en fait, le goût de la vie reprend en moi. Un goût de la vie que j'ai jamais senti avant, en 40 ans. Jamais. Et en fait, ça se passe. Et après, il y a les JO qui m'appellent. Enfin, tout s'enchaîne et je me dis, mais attends, il y a ce gars-là, Claudio, qui m'appelle pour le Mont Fuji. Je me dis, mais attends, Et ça, tout ça, ça se passe en 3 mois. Oui, c'est ça. Donc, fin juillet 2025, tu fais l'ascension du Mont Fuji. Ouais. Allez. Ouais. Allez, hop. Allons-y. Allez, ouais. T'as Alors, vu le film ou pas ? Non, j'ai pas regardé. Bon. J'en parle exprès, j'en profite comme ça fait de la pub. Ouais, Regarde-le parce que c'est pas pour moi, mais le réalisateur, il a fait quand même un travail assez dingue. Au moment où Claudio me dit ça... Comment tu le rends compte ? Qui est ce Claudio ? Il m'a vu sur la vidéo Combini. Et c'est pour ça, du coup, que tu vas partir gravir le Breithorn. Brighthorn. Ouais, alors c'est pour ça, j'en sais rien. Une montagne enneigée culminant à 4165 mètres en Suisse. En Suisse, ouais. Du 9 au 13 août. Ouais. 4 jours pour faire 4000 mètres, ça va, c'est à la cool. Hein. Non, on va partir, je pense, à un peu plus de 2000, mais l'ascension dure 2 jours. Il y a juste 2 jours d'acclimatation avant. Et pourquoi alors parce que c'est un défi. Ce projet ? Parce que c'est un défi, parce que ça m'amuse. On est là pour s'éclater aussi. et parce que, écoute, c'est mon coach qui m'a... En fait, moi, j'aime les ascensions. On m'a proposé plein de trucs, des rallyes en Twingo, en Afrique, des rallyes vélo, des marathons, Moi, j'aime les ascensions parce que je trouve que, tu montes, mais en fait, plus tu montes, plus en toi, ça descend. T'as mal, tu vas pas y arriver. Et comme j'aime bien aller le débusquer, lui, ça me permet de me connaître plus. Tu fais un truc avec des gens que tu aimes. Moi, mon coach, je l'adore. On part avec le même caméraman, le même photographe que Fuji. Et puis, mon Dieu, quelle récompense là-haut, quoi. Merci à Lucie pour avoir bien voulu témoigner au micro d'actu.fr pour la dernière de la saison avant la série d'été. Je tenais à remercier tous les journalistes du groupe d'actu.fr que j'ai pu croiser et rencontrer sur mon chemin aux 4 coins de la France, ainsi qu'à toutes les personnes à la technique qui rendent possible ces reportages. Ils vont se reconnaître. Vous venez d'écouter Les gens du coin, un podcast d'actu.fr dont l'objectif est toujours bel et bien de raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.